Eh bien, bonjour à tous, bienvenue à cette présentation, cette matinée de présentation pour la matériovigilance. Donc aujourd'hui, je suis en présence de Monsieur Benoît Barbara, donc responsable du point focal régional pour l'ARS. Donc avant de démarrer, j'aimerais, comme tous les matins, vous présenter quelques consignes pratiques pour le bon déroulement de cette présentation. Donc tout d'abord, je vous remercie de bien veiller à ce que vos micros soient coupés pendant les présentations. Vous le savez, vous pouvez vous connecter aussi par téléphone pour ceux qui n'ont pas de son sur leur ordinateur. Un temps, il vous sera réservé à la fin des deux présentations pour que vous puissiez poser vos questions. Mais n'hésitez pas, si pendant la présentation vous avez des questions, vous pouvez les inscrire sur la petite messagerie. On veillera à les répondre à la fin de la présentation. Et à la fin de la présentation, si vous souhaitez interagir avec nous, n'hésitez pas à lever la main et je vous passerai la parole. Toutes les présentations, elles sont enregistrées, donc je précise qu'elles seront diffusées sur notre site internet mrvregional.fr et je précise aussi que le site n'est pas encore fonctionnel. Donc ce sera tous les replays, ils seront mis en ligne d'ici la fin du mois, voire début décembre. Et enfin, je vous enverrai à tous une attestation de présence en fonction des sessions auxquelles vous avez participé. Donc cette semaine, on a démarré cette semaine de présentation, riche en présentations. Donc tous les matins, on voit un petit peu de matériovigilance. Donc on a commencé avec le nouveau règlement. Nous avons fait hier les bonnes pratiques de la gestion des alarmes avec l'ANSM. Ce matin, je vais vous présenter avec Monsieur Barbara un bilan régional sur 2020, donc sur tous les incidents et les EIGS. Demain, vous aurez encore une présentation pratique sur les bonnes pratiques d'utilisation des contentions mécaniques par Elisabeth Gaudron, qui est évaluateur au sein de l'ANSM aussi. Et enfin, vendredi, on aura une dernière présentation pratique sur le bon usage des perfusions. Voilà, je vous rappelle également qu'il y a un lien d'inscription pour les journées régionales sur le bon usage des pompes à perfusion qui se déroulera le mardi 7 décembre de 14h à 18h avec une présentation faite multivigilance avec toutes les vigilances de notre région. Voilà, donc je vous souhaite une bonne matinée de présentation. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est moi qui vais parler un petit peu sur, donc sur les bilans. Je vais démarrer cette présentation avec les bilans de la région en 2020, pardon, oh là là, en 2020. Donc, je vais vous partager la présentation. Voilà. Hop, voilà. Donc, n'hésitez pas hein, à poser vos questions. On prendra bien soin de les répondre à la fin. Pour cette présentation, j'ai essayé de faire vraiment un bilan sur cette année 2020. Donc, je vais vous parler avant toute chose un petit rappel sur le circuit de la déclaration. J'aimerais que vous puissiez vraiment avoir une vision globale de ce circuit. Comment est-ce que la déclaration, elle arrive et comment est-ce qu'elle va être traitée. Ensuite, je ferai un petit bilan sur les établissements de la région et les correspondants, les contacts. Je ferai un petit bilan aussi sur les formations qui ont été faites, non seulement en 2020, mais je fais aussi 2019, 2020 et 2021 avec les différentes formules. Un petit point sur les projets, tout ce qui est en cours dans la région. Et enfin, je finirai bien sûr par le bilan des déclarations et des incidents en matériovigilance. Alors, pour commencer, un petit rappel sur le circuit d'une déclaration. Donc, c'est un rappel que je fais systématiquement lorsque je fais des formations avec vous au sein du réseau. Donc, quand on a un incident, on est face à un incident, donc ce sont les utilisateurs qui sont en première ligne. Donc, ce sont aux utilisateurs de signaler ces incidents ou ces risques d'incidents qui peuvent concerner soit un patient, soit l'utilisateur lui-même. Donc, l'utilisateur, il va faire la démarche de pouvoir le signaler via un formulaire interne par intranet
au correspondant local. Ça, c'est très important de sensibiliser le terrain. Tout ce qui se passe dans le terrain, que ce soit un incident ou un risque d'incident, doit être déclaré. Et non seulement déclaré, mais aussi doit être déclaré à la cellule de matériaux-vigilance. C'est elle qui va centraliser et qui va mettre les actions en place. Donc, le correspondant local, lui, son rôle, ça va être d'analyser, d'enregistrer et de mettre en place des mesures conservatoires. Et ensuite, le correspondant local lui-même, il va devoir signaler tout incident ou risque d'incident grave sans délai. Donc, à qui il va devoir le faire? Au fabricant, obligatoirement. Tous les incidents que vous avez en matériaux-vigilance, il faut le déclarer au fabricant. On l'a vu lundi lors de la présentation réglementaire. Le fabricant a l'obligation de faire une expertise sur l'incident et vous faire un retour par la suite. Le correspondant local, à chaque incident, risque d'incident grave, il doit faire une déclaration à la NSM, obligatoirement, mais aussi aux autres vigilances, s'il y a des vigilances qui sont concernées par cet incident. Donc, par exemple, si vous avez un incident avec un dispositif médical qui est en lien avec un produit sanguin, il faut obligatoirement mettre dans la boucle le correspondant régional d'hémovigilance ou le correspondant voilà, d'hémovigilance. C'est très important. Si l'incident il concerne un dispositif médical en radiothérapie, il faut aussi mettre dans la boucle l'ASN, qui est l'Agence de sûreté nucléaire. Si le dispositif médical il est en lien avec un médicament, il faut mettre dans la boucle la pharmacovigilance. Et donc, c'est très important parce que derrière, toutes les vigilances, nous, on est regroupés et on va pouvoir faire une analyse globale de l'incident et pouvoir expertiser, investiguer les causes du problème et les actions à mettre en place, un peu plus aussi au niveau régional. Et enfin, en cas de EIGS, et c'est toute la partie de la deuxième partie de la présentation, donc les événements indésirables graves liés aux soins, il faut faire une déclaration à l'ARS. Donc ça, c'est indispensable aussi et obligatoire. Donc voilà le correspondant local qui va servir un petit peu de pivot pour pouvoir diffuser et partager cette déclaration. Ensuite, dans le circuit, l'ARS, elle communique donc directement avec le correspondant régional de matériaux-vigilance et de réactovigilance, donc moi-même. Et la NSM également, on est en contact direct pour tous les incidents qui se produisent aussi dans la région. Donc ici, ce que je viens de vous présenter, c'est la matériaux-vigilance ascendante. Donc ça vient des utilisateurs vers les grandes instances. Et ensuite, on va avoir le retour, donc la matériaux-vigilance descendante, où le correspondant régional va faire un retour au niveau de l'ARS et au niveau de la NSM. On se met en contact, on en discute sur les cas, on met les mesures nécessaires en place, préventives ou correctives avec les fabricants. Et ensuite, la NSM, l'ARS, le fabricant et les autres vigilances vont faire un retour au niveau du correspondant local. Et le correspondant local, lui, il doit faire un retour au niveau des utilisateurs. Ça, c'est aussi très important pour bien que les utilisateurs ils puissent voir qu'il y a eu des choses qui ont été faites et que leur déclaration n'a pas juste servi à remplir des papiers comme j'en entends souvent. Donc, c'est important de faire tout ce retour des mesures qui ont été mises en place. Donc, ça, c'est vraiment le circuit général, global, de la matériaux-vigilance ascendante et descendante. Voilà le petit rappel. Alors, un petit bilan sur les établissements de la région. Donc, vous le savez, je suis très régulièrement les changements, on va dire, de contact. Pour moi, c'est très important que le réseau il soit solide. Donc, pour ça, j'ai besoin de savoir qui est le correspondant local de quel établissement, qui sont les suppléants.
Donc, vous le savez, c'est obligatoire, un bilan avec une fiche d'enregistrement qui est accessible sur le site de l'ANSM doit être remplie pour chaque établissement pour qu'on puisse avoir la vision sur qui est le correspondant local et qui sont les suppléants. Donc, cette fiche, elle est accessible sur le site Internet et à chaque changement de contact, il faut la faire re-remplir avec les données qui sont mises à jour. À savoir que pour être correspondant local, il n'y a pas de profil particulier. On peut avoir des correspondants locaux qui vont être des médecins, des pharmaciens, des biomèdes, des infirmières de cadre de santé. Il n'y a pas de profil. Le tout, c'est d'être investi dans la matériovigilance locale et dans ses missions. Donc, pour vous faire un petit bilan, aujourd'hui, dans ma base de données, je comptabilise 239 établissements dans la région qui vont comporter des établissements donc, publics, privés, des ESPIC, avec 527 contacts entre les correspondants locaux et les correspondants, les suppléants de ces correspondants. Donc, c'est un petit peu la répartition. Après, moi, dans mon fichier, dans ma base, j'ai 98% de ma base qui est avec les mails à jour à peu près, mais j'ai besoin de cette fiche ANSM pour que ce soit officiel. Donc, pour moi, tant que cette fiche, elle n'est pas remplie, moi, je continue à vous envoyer des mails parce que je sais, je les ai, mais il faut vraiment que ça soit officiel, même auprès de l'ANSM, quand ils ont des accusés de réception à vous envoyer ou des alertes. Tant que cette fiche n'est pas remplie, ils ne veulent pas prendre mon fichier parce qu'il n'y a pas la fiche. Donc, j'ai fait le bilan avec ces fiches. Aujourd'hui, pour ces établissements-là, j'ai 60% d'établissements où j'ai une fiche, effectivement, c'est très bien, mais ce n'est pas encore la totalité. J'ai 9% d'établissements dans la région qui n'ont pas de correspondant local. Donc, je rappelle, c'est obligatoire et passible d'amende. Voilà. Et j'ai 30% des établissements où j'ai pas du tout de fiche. Ensuite, j'ai une deuxième partie de ce fichier qui concerne les laboratoires. Donc, les laboratoires, j'en ai comptabilisé 194 laboratoires dans la région avec 32 groupements. Donc, ces 194 laboratoires font partie d'un groupement. Donc là, j'ai juste besoin d'un correspondant, mais cette fois-ci de réactovigilance. Un correspondant par groupement, c'est assez. Et j'ai 84 contacts. Donc ça, c'est vraiment le bilan global. Et donc, pour finir, au global, j'ai 404 personnes aujourd'hui qui sont effectivement enregistrées auprès de l'ANSM sur les 608 contacts que j'ai. Donc, j'ai encore 36% des contacts qui ne sont pas encore enregistrés auprès de l'ANSM. Donc, après cette semaine de présentation, j'ai 2 stagiaires ici qui sont avec moi au CHU de Lille qui vont m'aider à relancer ces établissements qui n'ont pas de contact ou qui n'ont pas de fiche. Voilà, donc on est reparti pour essayer de faire augmenter ce pourcentage. Voilà pour cette partie sur les établissements de la région. Alors, je tenais aussi à vous faire un petit bilan des formations, puisque depuis que je suis arrivée fin 2018, je propose régulièrement des formations. Donc, ces formations, elles sont destinées aux correspondants locaux, aux suppléants, des correspondants aux internes, aux externes, à un maximum de personnes, aux prestataires de santé, voilà. L'objectif de ces formations, c'est vraiment de vous apporter les bases de la matériovigilance, mais aussi des cas pratiques, les circuits, l'organisation, les échelons nationaux, régionaux, locaux. J'essaye vraiment de faire une formation complète, théorique et pratique sur la matériovigilance. Donc, en 2019, j'avais démarré ces formations. Donc, en 2019, c'était en présentiel encore.
Donc, en 2019, j'ai fait 21 sessions de formation en présentiel et 2 journées régionales. Donc, ici, on voit un petit peu le nombre de participants. Donc, en termes de participants pour les formations en présentiel tout au long de l'année et en termes de participation pour les journées qui ont eu lieu en novembre et les journées qui ont eu lieu en décembre, qui étaient spécifiques à la nouvelle réglementation. Donc, ça m'a amené en fait en 2019 à avoir rencontré 35% du réseau régional, donc 35% des personnes qui ont été formées, ce qui représentait à peu près 27% des établissements. En termes de satisfaction, donc en termes de satisfaction, j'ai fait en fait à chaque fois que j'ai fait une journée ou des formations, des petits bilans, donc l'organisation, le programme, les documents, tout ça, ça nous a amené une très bonne note, je vous en remercie, de 3,5 sur 4. Ensuite, pour les journées du 12 décembre, sur la réglementation, pareil, 3,6 sur 4, avec une bonne cohérence du programme, une bonne organisation, des bonnes présentations, des très très bons intervenants. Et enfin, pour les satisfactions sur les formations en présentiel, pareil, 3,7 sur 4. Donc, pareil, beaucoup d'échanges entre les établissements. À l'époque, on pouvait encore se voir librement. Des documents et des supports qui ont été appréciés, une durée de la formation aussi qui était adaptée en présentiel. Donc, je vous en remercie pour 2019, vraiment pour votre implication, votre participation. Alors, un petit bilan sur les formations de 2020. Donc là, on est rentré en pleine crise sanitaire, donc on ne pouvait plus les faire en présentiel. Donc en 2020, j'avais proposé des sessions de formation en visio. Donc il y a eu 8 sessions de formation en visio. Donc là, j'avais réparti en 3 modules. Donc des modules avec des petites durées pour permettre aux personnes de s'inscrire là où les thématiques vous intéressaient le plus. Donc de la théorie à la pratique. Et ensuite, j'ai proposé aussi des modules complets avec une durée de 3 heures. Donc, en 2020, j'ai pu former 17% de nouvelles personnes et 26% de nouveaux établissements. Donc, en termes de satisfaction de ces formations aussi, voilà, une très, très bonne satisfaction par rapport à la visioconférence surtout, donc de 4,7 sur 5. En 2021, donc cette année, encore une nouvelle formule de formation. Donc cette fois-ci, c'était en visioconférence aussi, mais c'était des sessions complètes de 9h à 17h, donc une journée complète. Donc 5 sessions qui ont été faites par visioconférence et 12% de nouvelles personnes formées, 10% de nouveaux établissements formés. Et pareil, vous êtes aussi satisfait. Donc, en fait, au fur et à mesure des années, je mets à jour les présentations. Donc, c'est toujours la même base, la matériovigilance, mais avec des nouveaux cas pratiques, des nouveautés réglementaires. J'essaie toujours vraiment d'être aux dernières actualités. Donc, pour finaliser le bilan global de 2019 à 2021, donc j'ai pu rencontrer en tout 500 personnes qui ont participé à une fois ou plusieurs sessions. Donc, en tout, 347 personnes distinctes qui ont participé aux formations et 167 établissements différents. Donc, ce qui me conduit à 63% du réseau formé et 64% des établissements formés dans la région. Ce qui est pas du tout le cas de la réactovigilance, 3% des personnes formées et 6% des laboratoires formés. Forcément, la matériovigilance, ça prend une place beaucoup plus importante aujourd'hui que la réactovigilance. Et puis, la moyenne de la satisfaction globale, voilà, générale. Donc, c'est motivant, en tout cas, pour les correspondants régionaux, pour qu'on puisse continuer à vous proposer des choses, des événements, des formations pour être toujours en contact avec vous, proche du terrain, proche de vos problématiques. Voilà pour ce petit bilan sur les formations. Alors, avant de rentrer dans le détail des déclarations,
je voulais ouvrir cette belle parenthèse sur les projets pour l'année prochaine, puisque nous sommes tous les correspondants régionaux de France. On a un très bon groupe de correspondants et on a des nombreux projets pour l'année prochaine qui sont destinés bien sûr pour vous. Donc, d'abord, je vous présente notre nouveau logo qu'on a créé il y a très peu de temps. Donc, nous avons créé un logo en fait qui est national pour la matériovigilance et la réactovigilance régionale, mais d'un point de vue vraiment national. Donc, vous allez le voir quand on va sortir des documents qui vont être communs, qui ont été faits par notre groupe à tous. On utilise ce logo-là. Et que quand ce sont des documents ou des choses spécifiques de la région, chaque région a son petit logo, donc les Hauts-de-France ici en vert. Et ensuite, on a décliné le logo dans les différentes régions jusqu'à l'île de la Réunion. Hein. Donc, on a tous notre logo régional et nos actions aussi régionales. Alors, je vous présente en avant-première le nouveau site internet qu'on est en train de créer. Donc là, cette fois-ci, c'est vraiment un prestataire extérieur qui a pris les choses en main. Donc, pour faire un site qui va être vraiment beaucoup plus professionnel, où on a vraiment rassemblé toutes les informations qui sont importantes pour vous. Donc, en termes de matériovigilance, de réactovigilance, avec les documents les plus importants qui vont être bien sûr à jour. Des informations sur le signalement, sur les avis de sécurité. Donc, on a essayé vraiment de regrouper dans ce site tout ce qui est important pour la matériovigilance aujourd'hui. Donc, ce site, il n'est pas encore fonctionnel, mais ça ne saurait tarder. J'espère que cette année encore, on pourra le sortir. La nouveauté de ce site internet, vous le savez, l'ancien, pour aller chercher les documents, en fait, comme chaque région aujourd'hui fait ses propres journées et ses propres documents de travail. Pour aller chercher les documents, il fallait naviguer un petit peu entre les régions. On ne savait pas toujours qui avait fait quoi. Donc, dans ce nouveau site internet, vous allez avoir un onglet sur des ressources documentaires. Et dans cet onglet, vous allez retrouver par thématique tous les documents classés. Pardon. Donc, tous les documents vont être classés par thématique. Donc, par exemple, pardon. Si vous cherchez un document sur la contention, vous allez avoir la thématique contention et vous allez avoir des fiches pratiques, vous allez avoir des présentations. Et donc, ça va être en fait un peu une mise en commun de tout ce que toutes les régions ont fait. Donc, parfois, ce sera des présentations d'Île-de-France, parfois, ce sera des présentations de la Nouvelle-Aquitaine, parfois, ce sera des présentations de l'Occitanie. Mais en tout cas, tout sera regroupé vraiment par thématique. Donc ça, c'est vraiment, je pense que ça va être quelque chose qui va être essentiel et pratique pour vous. Et la deuxième partie, c'est qu'on est en train de créer un e-learning. Donc ça, j'ai peu d'espoir qu'il sorte cette année, mais je pense que début d'année prochaine, il pourra sortir. Donc un e-learning complet en matériovigilance et dans un premier temps et dans un deuxième temps la réactovigilance, où on va mettre des présentations qui vont être dynamiques sur différents modules. Donc, chaque module aura ses petites leçons et vous allez avoir le grand module de l'organisation de la matériovigilance avec des petites leçons sur le circuit, sur l'organisation. Vous aurez des modules sur des cas pratiques. Vous aurez donc tout ça, ça va être en ligne. Vous allez devoir vous inscrire et puis vous allez avoir accès à un compte. Donc, un compte qui sera propre à vous et où vous pourrez vraiment avoir un parcours de formation. Donc, vous allez voir les modules qui ont été validés, à quel pourcentage vous êtes de chaque module. Vous allez pouvoir télécharger des certificats, des petites attestations de participation. Vous allez avoir aussi des quiz avec les notes que vous avez eues pour vos quiz, les améliorations à faire. Et ces modules aussi vont être destinés non seulement aux correspondants locaux, mais aussi aux utilisateurs. Donc ça, c'est vous allez pouvoir aussi transmettre, diffuser cet e-learning à tous les utilisateurs de vos établissements
Et donc, vous allez pouvoir, chaque utilisateur aura son petit parcours de formation, ce qui permettra de vous aider aussi dans la sensibilisation des utilisateurs. Voilà. Donc ça, c'est vraiment un gros projet qui est en train d'être travaillé par toutes les régions. On est tous ensemble dans la création de ces modules, dans la création de ces quiz. Et notre prestataire extérieur, il est en train de les mettre en musique pour que vous puissiez avoir tout cet outil qui va être complet et qui pourra vraiment vous permettre de suivre votre parcours de formation et de connaissances. Donc, à l'intérieur de cet e-learning, mais aussi par le biais de notre site internet, vous allez retrouver des fiches pratiques qu'on est en train de créer aussi au fur et à mesure, des fiches pratiques de matériaux-vigilance, donc des fiches de poste du correspondant local de matériaux-vigilance, des fiches pratiques sur la déclaration, qu'est-ce qu'on doit faire quand on a un incident, comment faire pour signaler, des fiches pratiques sur les EIGS, des fiches pratiques, voilà, on essaye de décliner ces fiches pratiques un petit peu sur tout plein de sujets, de thématiques qui peuvent vous intéresser. Donc tout ça aussi, ça va être disponible sur le nouveau site internet. Voilà pour les nouveautés et les projets pour 2022. Donc, je reviens un petit peu au bilan des déclarations. Donc, moi, je vais me concentrer sur le bilan des déclarations des incidents en matériaux-vigilance en 2020. Et ensuite, on pourra avoir le bilan effectivement des événements indésirables graves. Donc, juste pour que vous puissiez avoir une petite vision aussi globale de toute la matériaux-vigilance ascendante, donc tout ce qui a été déclaré par les correspondants locaux à l'ANSM. Donc, une évolution entre 2019 et 2020. Le nombre de signalements en matériaux-vigilance en 2020 a été de 23 070 au niveau national. Et au niveau de la réactovigilance, c'est bien moins, 1613, et ça reste stable pour la réacto. Pour la matériaux-vigilance, ça a augmenté, et je pense en grande partie aussi à cause de la crise sanitaire. Au niveau du bilan global de la matériaux-vigilance descendante, en 2020, l'ANSM a envoyé 576 alertes en formation de sécurité. Donc, toute cette partie de matériaux-vigilance qui concerne aussi les retraits de l'eau, les rappels de l'eau, les informations de sécurité, les points d'information, les communiqués de presse et enfin toutes les décisions de police sanitaire. Donc, il y en a eu au global 576 en 2020. Alors, si on rentre un petit peu plus dans le détail, dans notre région, dans les Hauts-de-France, donc en 2020, il y a eu un total de 1414 incidents, dont 1348 en matériaux-vigilance et 66 en réactovigilance. Les établissements qui déclarent le plus en matériaux-vigilance, j'aime bien toujours vous faire le bilan. Donc, les deux CHU de Lille et le CHU d'Amiens. Et puis après, on voit qu'on a des établissements qui ne sont pas forcément, ce n'est pas une question de taille, mais vraiment de déclaration. Donc, je vous en remercie à tous ces correspondants locaux qui sont vraiment impliqués et qui font les déclarations. Je le rappelle, quand on fait une déclaration de matériaux-vigilance, c'est vraiment dans l'objectif de faire un partage aussi, non seulement bien sûr des actions et des mesures qui vont être mises en place en local, mais ça permet de partager aux autres établissements des problèmes que vous pouvez rencontrer et derrière de mettre ces mesures avec le fabricant pour éviter que ça ne se reproduise dans les autres établissements. Donc, bravo à vous. Donc là, on l'a vu, la matériaux-vigilance, ça prend la plus grande partie. Donc, 95% des signalements, ça provient de la matériaux-vigilance. Les dispositifs les plus incriminés en 2020, donc sans trop de surprise, on va venir sur des dispositifs pour la crise sanitaire, donc le masque chirurgical. On a aussi les ventilateurs d'anesthésie et d'autres dispositifs qui continuent à revenir régulièrement, comme les agrafeuses chirurgicales, les sondes de défibrillation, les implants cochléaires, les stimulateurs cardiaques, les défibrillateurs, les pinces à clip,
les prothèses mammaires et les dispositifs de thérapie par pression négative. En termes de typologie des incidents, j'aime toujours aussi vous faire un bilan là-dessus. Aujourd'hui, je reçois 47% des déclarations qui proviennent des fabricants et 53% qui proviennent des établissements de santé. Donc, encore une fois, idéalement, il faudrait qu'à chaque fois qu'il y a un incident, j'ai les deux déclarations, la déclaration de l'établissement et la déclaration du fabricant. Ce n'est pas toujours bien le cas. Et en termes de, si on va un petit peu plus dans le détail, pour les fabricants, pour ces 47%, j'ai 39% de rapport initial et 9% de rapport combiné, où j'ai déjà la réponse du fabricant avec le rapport quelque part final. Et pour les établissements de santé, aujourd'hui, on n'est pas encore tous passés au portail des signalements, mais je vous invite vraiment à le faire. On est à 27% des établissements, des signalements qui sont encore faits sur le CERFA papier, que vous téléchargez sur le site de l'ANSM, et 25% des signalements qui sont faits sur le portail. Donc, l'avantage du portail, c'est que c'est vraiment, on en parlera tout à l'heure, ce sont des informations qui vont être beaucoup plus complètes que le CERFA que vous connaissez par papier. Et le portail, il est surtout déjà connecté à l'ANSM, à l'ARS. Donc, on peut avoir les informations qui vont être complètes et déjà complétées sans devoir passer par des opérateurs de saisie qui vont devoir saisir vos déclarations. On en parlera de ce portail tout à l'heure. Ensuite, un petit bilan sur la gravité des incidents que vous déclarez aujourd'hui. Donc, 23% d'incidents mineurs, 41% d'incidents avec une gravité moyenne, donc une gêne, une blessure au niveau du patient. 31% d'incidents sévères, donc avec par exemple une reprise chirurgicale, et 2% d'incidents critiques. Donc là, j'ai tenu à vous faire un petit bilan aussi sur ces incidents-là, les 2% d'incidents critiques. Qu'est-ce qu'on a eu comme incident critique en 2020? Donc sur ces 2%, ils représentent 22 incidents avec des conséquences graves chez les patients. Donc, on voit qu'il y a 41% de ces incidents qui concernent un décès, le décès du patient suite au dysfonctionnement du dispositif médical, mais d'autres conséquences graves telles que une paralysie faciale, un épanchement cardiaque, un arrêt cardio-respiratoire, un risque sur le pronostic vital. Donc là, c'était des nourrissons qui étaient en cause, un accident vasculaire cérébral, détresse respiratoire, blessure grave, menace du pronostic vital, brûlure, accident d'exposition au sang. Donc tout ça, ce sont des conséquences qui ont eu vraiment un lieu. Donc je vous ai fait un petit récap sur ces 22 incidents avec les dispositifs qui ont été incriminés. Les dysfonctionnements qui ont été rencontrés et les conséquences patients. Donc, on retrouve ici un ballon de contre-pulsion intra-aortique où on n'a pas eu de détection du ballon au moment de la pause. Le patient, il en est décédé. Un cathéter veineux central qui n'a pas fonctionné correctement, qui s'est plié, donc avec le décès du patient aussi. Un défibrillateur externe qui n'a pas délivré de choc, le patient il en est décédé. Un défibrillateur implantable qui n'a pas non plus fonctionné, qui n'a pas délivré de choc, le patient il en est décédé. Et comme ça, on a nos 22 incidents critiques en 2020. Donc là, ce que j'ai à vous dire là-dessus, c'est que bien sûr, ces incidents-là, ils vont aussi concerner donc des événements indésirables graves qui n'étaient pas prévus d'arriver. Donc, lorsque vous avez un incident critique, c'est très important quand vous allez sur le portail de pouvoir le déclarer non seulement matériaux-vigilance, mais aussi à l'ARS via les volets des EIGS. Donc, bien penser à cocher les deux cases. Et la deuxième
la deuxième information indispensable que j'ai à vous donner, c'est qu'il faut sensibiliser le terrain, car les dispositifs, ils doivent être conservés, parce que derrière, il y a des expertises, et si les dispositifs, ils n'ont pas été conservés ou qu'ils n'ont pas été retournés au fabricant, l'analyse des causes, elle est impossible. Voilà. Donc, voilà pour ce bilan que je voulais vous faire vraiment d'une partie un petit peu globale au niveau national, puis régional, et vous sensibiliser à la matérovigilance, à la déclaration et à l'EIGS. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Monsieur Barbara Benoît, qui va rentrer un petit peu plus en détail, donc non seulement dans le circuit aussi de la partie ARS, mais aussi dans la partie des EIGS. Merci, parce que je partage en même temps, du coup, Alors, juste un petit instant, je vais partager donc la présentation et je coupe la caméra comme je l'ai dit. Voilà, j'ai coupé la caméra comme ça. Et je vais juste mettre du coup le petit. Bien, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'accueillir aujourd'hui. Alors, Benoît Barbara, je suis responsable du point focal régional depuis très peu de temps, mais voilà, donc je vais vous présenter aujourd'hui ce qui est le point focal régional de l'ARS et dans le cadre des journées de matériaux vigilance aujourd'hui, vous présenter le portail des signalements et vous faire un petit point sur les EIGS. Donc, le point focal régional, au niveau de l'agence, c'est une cellule qui permet la réception et le traitement des signalements et des réclamations pour l'ensemble de la région. Nous sommes situés donc, au sein de la direction de la sécurité sanitaire et de la santé environnementale, donc en lien avec les thématiques de veille sanitaire notamment. La cellule est joignable 24 heures sur 24, week-end et jours fériés. On est ouvré donc une petite équipe de 7 personnes, dont 5 correspondants PFR, donc qui vont traiter les signalements, un chargé de mission et moi-même en tant que responsable de la cellule. Le week-end et en heure non ouvrée, donc l'activité du PFR va se limiter aux affaires urgentes et qui seront traitées directement par l'astreinte de direction. Alors, les modalités de signalement à l'ARS, on l'a vu dans le cadre de vos thématiques, la voie royale, c'est le portail des signalements, le portail national, puisqu'il est interconnecté, comme vient de le dire le docteur Romont, il est interconnecté avec l'ensemble des structures qui sont concernées, mais également, donc, l'information est aussi transmise à l'ARS dès lors qu'elle est concernée. On a également donc une adresse mail générique qui permet d'adresser l'ensemble des signaux et un numéro de téléphone donc, qui vous permet donc de nous appeler pour obtenir des conseils sur les déclarations, mais également donc, de pouvoir vous assurer que tout signal important ou nécessitant un traitement en urgence puisse être acquitté. Donc, le numéro est le 03 62 72 77 77 et donc, on assiste de manière à ce que vous puissiez également doubler d'un appel téléphonique pour les situations graves ou urgentes. Et de manière plus anecdotique, donc le fax et puis le courrier, mais ça c'est pour vous situer l'adresse de... quels sont les signaux qui sont reçus au PFR? Donc, d'une manière générale, vous avez tous les signalements issus des professionnels de santé donc, qui concernent des événements indésirables associés aux soins. Alors, les événements indésirables graves qui relèvent des structures sociales et médico-sociales. Les EIGS, donc sur les événements graves associés aux soins. Les signaux, donc les signalements liés aux vigilances réglementaires. Ensuite, on a tous les signaux qui sont liés à la veille sanitaire, donc, comme vous pouvez les connaître, donc les maladies à déclaration obligatoire, les infections associées aux soins, les cas groupés d'infections respiratoires aiguës ou gastro-entériques dans les EHPAD, les intoxications au monoxyde de carbone, qui vont entraîner également une intervention de l'agence, et puis des signaux beaucoup plus larges, les incidents de sécurité des systèmes d'information,
tous les signaux liés à la cybersécurité. On a un événement en ce moment qui se déroule au niveau national. Ils sont déclarés, ils nous arrivent également au PFR. Les fugues des patients admis en soins psychiatriques sans consentement, les épisodes de tension hospitalière, les déclenchements de plans, dès lors qu'un établissement déclenche un plan, que ce soit de tension hospitalière, un plan blanc ou un plan bleu pour les établissements médico-sociaux, il y a une obligation de déclaration à l'agence. Et d'une manière un peu générale, les établissements et les professionnels peuvent déclarer tous les événements qui peuvent avoir un impact sur le fonctionnement de leur établissement, la prise en charge ou l'organisation de l'offre de soins. Donc tout ce qui est tension, événements à potentiel médiatique, tout ce qui peut avoir un impact sur la santé publique, donc les expositions accidentelles. La région est pas mal touchée par, certains départements de la région sont touchés encore par des obus de guerre, par exemple, qui peuvent avoir des conséquences importantes sur la personne qui est exposée, mais également sur les soignants. Donc, c'est des choses qui sont déclarées de manière à pouvoir s'assurer que toutes les mesures de protection sont en place. Les menaces sanitaires, les situations sanitaires exceptionnelles, comme on a pu le vivre là récemment. Et ensuite, toute autre caractéristique de signalement qui va nécessiter la mise en gestion de l'ARS ou son information. Et ensuite, dernier volet des signaux qu'on reçoit au PFR sont toutes les réclamations des usagers, donc en ce qui concerne leur ressenti sur le système de santé. Comment se déroulent donc les signalements qui sont reçus au niveau du PFR? Donc là, on va être sur les signalements des professionnels de santé. Donc dès lors que le signalement arrive au point focal régional, il y a différentes modalités d'instruction. Donc s'il concerne une vigilance, il sera adressé donc avec les collègues de la veille sanitaire, donc qui feront le lien avec les membres du structure du REVA. Lors notamment de réunions régionales de sécurité sanitaire également, où seront vus l'ensemble des signaux en lien avec les vigilances. Les directions métiers de l'agence ou les pôles, on est articulé selon la thématique, donc, que ce soit du sanitaire, du médico-social, et également une sectorisation par département qui seront les gestionnaires donc, du signalement et qui seront directement en lien avec le déclarant. Le point focal peut également faire le lien avec les autres administrations ou partenaires dès lors que c'est hors compétence ou qu'une compétence est partagée. Dans le cadre, par exemple, des structures médico-sociales qui ont la compétence ARS pour la partie soins et conseil départemental, donc le lien va se faire également à ce niveau. Et d'une manière générale, donc le point focal va être en lien aussi avec le ministère de la Santé, donc par la direction régionale de la Santé, et la direction générale de l'ARS. Je vous ai repris rapidement les structures du REVA pour l'ensemble des vigilances, où on voit que l'ARS, donc, elle est en lien avec les structures régionales, qui elles-mêmes sont en lien avec leurs autorités, enfin les agences nationales. Voilà, donc l'articulation entre les membres du REVA et l'ARS, elle va se faire essentiellement par le service de veille sanitaire. Alors, maintenant, un petit focus sur les événements indésirables graves associés aux soins. Donc, ils relèvent d'un décret du 26 novembre 2016. Ils sont inscrits donc au Code de santé publique dans l'article R14 1367. Et un événement indésirable grave associé aux soins relève 3 critères essentiels. Que ce soit un événement qui soit inattendu au regard de l'état de santé et de la pathologie de la personne. Donc, on parle de dysfonctionnement, de suspicion de dysfonctionnement dans la prise en charge. Il survient lors d'investigations, de traitement ou d'actes de prévention. Et dernière caractéristique, il faut qu'il ait une conséquence, alors soit un décès, la mise en jeu du pronostic vital ou un déficit fonctionnel probable ou avéré. Voilà la définition de l'EIGS qui est assez cadrée. Alors, qu'est-ce que va permettre le signalement de cette EIGS? Donc, d'un point de vue individuel et pour l'établissement, il va permettre d'organiser le retour d'expérience et la démarche qualité. Il va permettre dans certaines situations de bénéficier de l'accompagnement de l'ARS ou de la structure régionale d'appui, donc qui est le membre du REVA pour la gestion des EIGS, pour l'analyse justement et la mise en place, et vous accompagner pour la mise en place des plans d'action et
l'analyse donc de cet événement. D'un point de vue collectif, donc l'analyse des EGS au niveau régional lors des RSSS et des échanges avec les membres du REVA va permettre des actions de sensibilisation et de prévention au niveau local, au régional, va permettre d'alimenter une banque de données, des échanges de pratiques et comme on l'a vu sur la matériovigilance, donc des partages de fiches ou d'expériences. Et d'un point de vue national, donc, dès lors que le traitement sera terminé, donc avec l'analyse et le plan d'action, le signalement va être anonymisé et transmis à l'HCS, qui, elle, va élaborer des recommandations des bonnes pratiques nationales. Alors, comment se fait le signalement de ces EIGS? Donc, c'est le portail national des signalements, hein, on le reverra ensuite, qui a l'intérêt de regrouper l'ensemble des signalements, j'ai envie de dire, et d'être un portail pour vous orienter directement sur le bon formulaire, voire la bonne porte d'entrée pour que vous puissiez signaler vos événements. Alors, en ce qui concerne le CIGS, le signalement se fait en 2 temps. Le premier sans délai, et il va vous permettre d'indiquer donc les circonstances et les conséquences immédiates de l'EGS, ainsi que les principales mesures immédiatement mises en place au sein de l'établissement, en attendant donc l'analyse des causes. Ensuite, vous avez, dans un délai de 3 mois, le volet 2 est à remplir, et il va comporter donc les retours d'expérience, et ces retours d'expérience qui vont se faire sur une méthode validée donc d'analyse des causes. Et dans ce volet 2, on va également y ajouter donc le plan d'action et les évaluations des actions correctives qui ont été identifiées. Comme on l'a dit tout à l'heure, le signalement peut comporter des vigilances, donc associer donc le dispositif ou le médicament qui serait lié à cet événement au niveau de la déclaration. Alors, le portail des signalements, donc comme je vous l'ai dit, il est commun à l'ensemble des événements sanitaires indésirables et aux vigilances sanitaires. Il permet donc une transmission automatisée aux structures compétentes, donc l'ARS, les agences de vigilance régionales et toutes les autorités qui ont besoin d'avoir l'information de ce signalement et qui après vont pouvoir se mettre en lien. Et donc il peut être commun donc, aux différents signalements. Alors, le portail, peut-être pour certains, ça ne sera pas forcément une découverte, hein, mais il accède, donc, quand vous cliquez sur le lien, vous arrivez directement donc, en fonction de votre statut de déclarant. Donc là, en tant que professionnel de santé, vous arrivez donc, sur les différents événements à signaler. Alors, tout ce qui relève des événements indésirables associés aux soins, donc toutes les vigilances et les EGS. Les effets sanitaires qui peuvent être liés à des produits de consommation, donc là on est beaucoup plus large que nos pratiques habituelles. Toutes les maladies qui nécessitent des interventions, donc on va parler des MDO, des maladies à déclaration obligatoire, des infections respiratoires. Alors certains ont l'habitude de le déclarer directement. Sachez que le portail va renvoyer sur ICIN, par exemple, pour les affections associées aux soins, va renvoyer sur les modalités de déclaration des MDO. Donc, même si ça ne se fait pas directement via le portail va vous renvoyer sur les structures ad hoc pour la déclaration. Et dernier point, donc, les événements de cybersécurité qui sont à déclarer également sur ce portail. Donc, dans le cadre de... On va simuler un peu la déclaration d'un EIGS en lien avec une matériovigilance. Donc, il suffit de cocher donc, les deux items concernés. Donc, bien évidemment, la première partie qui doit se faire immédiatement. Voilà, on ne peut pas déclarer une deuxième partie immédiatement, même si l'analyse des causes, mais bon, c'est exceptionnel hein, qu'on ait déjà les événements. Mais voilà, la première partie est impérative. En cliquant sur suivant, donc vous accédez
au formulaire, donc avec, on vous rappelle donc les modalités de déclaration de l'UJS et des modalités de la déclaration des événements de matériaux vigilance. Donc, vous allez avoir un formulaire qui va être un peu hybride avec les deux événements. On vous rappelle que la déclaration rentre dans la législation de l'hébergement des données de sécurité, enfin de santé. Vous avez la possibilité d'imprimer un formulaire qui va vous permettre de recenser les items à saisir. Et là, je pense que c'est quelque chose que vous pouvez faire en amont des déclarations des événements, de manière à ce que vous puissiez orienter un peu vos formulaires et puis vous mettre en lien. Alors, si vous avez effectivement une double déclaration, voire avec le service qualité, la direction des soins ou autre, c'est important que vous ayez une déclaration dans la mesure où vous avez deux événements, enfin du moins deux problématiques que vous allez signaler dans le même signalement. Il est important de se concerter localement et notamment donc avec vos partenaires locaux pour pouvoir faire une déclaration commune. Donc, soit vous téléchargez le formulaire, soit vous commencez directement la déclaration en ligne si vous avez tous les éléments en votre possession. Alors, le formulaire va comprendre les informations du déclarant, donc l'essentiel de vos coordonnées, mais également donc, le FINES de l'établissement, vos informations sur votre statut de référent matériaux, des informations qui vont concerner la personne exposée. Ensuite, les modalités de survenue de l'événement. On passe rapidement. Hein. La description de l'incident sur comment ça s'est passé, enfin, les dégradations, tout ça, ça se fait en ligne avec différents critères. Et donc, les choses importantes, ça va être les actions immédiatement mises en œuvre par l'établissement, justement. Alors, pour la gestion de l'événement, mais également pour éviter, dans un premier temps, la reproduction de cet événement. C'est important parce que c'est ce qui va venir également identifier la gestion immédiate de ce dysfonctionnement. Et ensuite, donc, l'organisation interne pour l'analyse de l'événement indésirable grave lié aux soins. Et donc, comment vous allez vous organiser pour l'analyse de cet événement. Vous avez la possibilité également d'identifier une demande d'appui donc par la SRA, qui est une structure du REVA, hein, pour l'analyse ou ou l'identification du plan d'action. Et c'est à ce moment-là où ça se fait dans la déclaration. Dès lors que vous avez réalisé donc toutes les démarches liées à cette EIGS et qu'on est en moment de clôture donc de l'événement, vous allez donc saisir l'événement indésirable dans son volet 2, qui va comporter donc l'analyse des causes et le plan d'action. On recoche également donc la matériaux-vigilance. Et là, on va reprendre. Alors, ce qui est important, c'est de conserver lors du premier volet le numéro de la déclaration, de manière à pouvoir la reprendre. Et à nouveau, donc vous avez l'essentiel des informations qui étaient liées à l'événement et au déclarant, les causes immédiates et les causes profondes qui ont été identifiées pendant l'analyse, les barrières de sécurité, donc, on reste dans l'analyse, et le plan d'action ensuite qui va venir avec les mesures prises ou envisagées, l'analyse par elle-même. Voilà. Donc c'est un peu le résumé de l'analyse et du plan d'action qui vont être remontés à ce niveau-là sur le portail. Alors, de la même façon hein, qu'on voit l'articulation avec les agences nationales et l'échelon régional, eh bien, dès lors qu'on va voir un peu ce qui se passe au niveau de l'EIGS, au niveau de l'HAS, donc qui en parallèle donc, va réceptionner, enregistrer les EIGS anonymisés. Alors, ça se fait uniquement à partir de la clôture du signalement, dès lors qu'on a le volet 2, qu'il est complet. À ce moment-là, donc le PFR et l'agence vont clôturer ce signalement et il va remonter directement à l'HAS.
au niveau de la chaise, donc l'analyse par un comité d'experts va permettre d'identifier les risques sur une base documentaire. La chaise va hiérarchiser en fonction des signaux et des analyses qui sont faites, donc un programme de travail. Elle va étudier donc les risques et rechercher les préconisations, et ensuite donc élaborer et diffuser les préconisations pour améliorer la sécurité du patient. Et c'est ce que vous recevez donc en descendant sur les recommandations professionnelles, les solutions et autres recommandations. Voilà. Après, je vous ai remis un petit peu les différents acteurs hein, de ces signalements. Donc, le portail des signalements, même si on ne retient pas l'adresse, il suffit de taper sur un moteur de recherche portail national des signalements, et là, vous arrivez directement sur ce portail. Les coordonnées du PFR, hein, donc à l'agence. Vous avez également une page dédiée sur le site de l'ARS qui s'intitule Alerter, signaler. Et ensuite, donc, vous avez toutes les structures du REVA pour vous aider sur ces déclarations et puis Merci beaucoup. Du coup, je reviens. Merci beaucoup, Monsieur Barbara, pour cette présentation qui a été bien complète et qui nous a permis de voir vraiment tout le circuit en fait de ces déclarations. Donc, j'espère que ça vous a permis d'éclaircir certaines choses et donc, je vous propose maintenant, il nous reste quelques minutes, pas beaucoup, juste pour reprendre les questions. Si vous avez des questions, que vous voulez interagir avec moi ou avec M. Barbara, n'hésitez pas à lever la main. Je commence par regarder un petit peu donc, les questions écrites. Alors, première question. Est-ce que c'est le même circuit pour la réactovigilance? Je n'ai pas la notion de la dimension régionale pour les déclarations. Actuellement, les dispositions sont le fournisseur et le national. Alors, en termes de circuit, donc moi, je vous ai présenté celui de la matériovigilance. Vendredi après-midi, donc pour la dernière présentation de cette semaine, on fait aussi également un bilan en réactovigilance. Donc, non seulement pour les cartes de contrôle ultime au lit du malade, mais aussi un bilan général, comme ce que je vous ai fait là pour la réactovigilance. Donc, effectivement, c'est exactement le même circuit. Donc, c'est la réactovigilance ascendante. Donc, il y a un formulaire spécifique sur Internet pour les déclarations de réactovigilance. Et ensuite, il y a la réactovigilance descendante avec les actions qui vont être mises en place par les fabricants et par l'ANSM. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu à la question? Sur le site de l'ANSM, impossible d'accéder à la fiche correspondant locale de matériaux pour le mettre à jour pour mon siège. Serait-il possible de nous la renvoyer? Oui, c'est possible et c'est même possible que je puisse vous la montrer puisqu'en fait, le site de la... Est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Le site de l'ANSM, il a évolué, donc c'est un nouveau site internet maintenant et les informations, elles ne sont plus du tout aux mêmes endroits qu'avant. Avant, on avait un onglet pour les dispositifs médicaux, mais maintenant, tout est un petit peu partagé dans les différentes rubriques. Donc, pour aller accéder aux fiches, il faut aller dans vos démarches, professionnels de santé, déclarer un correspondant de vigilance. Et là-dedans, vous avez le formulaire d'enregistrement pour la matériau et le formulaire d'enregistrement pour la réacto. Mais n'empêche que je peux quand même vous l'envoyer par mail. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, c'est la même fiche, sauf qu'il y en a une donc, qui concerne vraiment la matériau-vigilance qui est là. Et l'autre, c'est la même, sauf que là, c'est écrit réactovigilance. Donc, pour rappel, on parle de réactovigilance, on a tendance à toujours penser aux réactifs de laboratoire, ce qui est vrai. Mais dans les établissements de santé, même si vous n'avez pas un laboratoire local,
Si vous possédez des lecteurs de glycémie, si vous avez des autotests tels que des tests de grossesse, des tests pour le cholestérol, bref, ça concerne aussi la réactovigilance, donc les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Donc ça, je vais vous le rappeler vendredi, mais il faut que chaque établissement, il ait un correspondant de matériaux et un correspondant de réactovigilance. Et par contre, pour le correspondant de réactovigilance, je m'excuse, mais je vais jusqu'au bout. Il y a un profil, donc la réactovigilance, il faut que ça soit un pharmacien, soit un médecin. Voilà, j'ai résumé. Alors, question. Quel type de formation sera proposé en e-learning? Donc, ce sera des formations sur différentes thématiques, autant sur la théorie de la matérovigilance, mais aussi des cas pratiques sur des sujets précis, sur la réglementation. On va essayer vraiment de faire, c'est pas encore fait, mais on y travaille, mais faire vraiment des résumés sur la réglementation des DM, la réglementation des DMDIV, des sujets vraiment spécifiques. On va essayer de faire aussi des modules sur la contention, des modules sur la perfusion et bien sûr tous les modules de base que j'appelle de base, de matérovigilance, l'organisation, le circuit, qui fait quoi. Donc il y aura vraiment plein d'informations et de petits modules, je vous rassure, ce ne sera pas des formations que vous devrez faire sur une journée, mais vous allez pouvoir vraiment faire à la carte des petites formations qui vont durer entre 5 et 6 minutes. Ça va être des vidéos dynamiques, animées, avec de la voix, des images. Donc, je vous laisserai la surprise. Alors, question. Afin de clôturer un cas de matérovigilance, les fabricants des dispositifs médicaux ont besoin de confirmer la cause d'un incident. Cela peut être un souci avec le dispositif ou un mauvais geste de l'utilisateur, bien sûr, du médecin, de l'infirmière. Est-ce que c'est prévu de mettre à disposition des fabricants des rapports à cette fin? Alors, est-ce que j'ai bien compris la question? Est-ce que ça veut dire que… voilà, en fait, c'est à vous, c'est ça la question, c'est de savoir si est-ce que c'est à vous de donner vos conclusions, vos investigations aux fabricants? Parce que normalement, vous, dans le circuit, c'est de vraiment transmettre toutes les données aux fabricants. Donc, si vous ne le faites pas, en fait, ça rallonge le délai de traitement parce que du coup, vous allez faire à la NSM et la NSM va devoir le faire aux fabricants. Donc, du coup, ça fait passer par une étape supplémentaire qui rallonge les délais. Donc, autant que vous le fassiez tout de suite, comme ça, le fabricant a le plus d'informations possible. Donc, l'ANSM, en ce moment, il travaille sur un guide qui a déjà… on a déjà sorti un draft de ce guide, justement, entre ce que les fabricants demandent et ce que les correspondants locaux doivent donner comme information. Parce que souvent, vous faites votre déclaration sur le portail, vous mettez déjà les informations et puis les fabricants ils reviennent vers vous en demandant des informations en plus. Donc là, ce guide, il a un petit peu l'objectif de mutualiser tout ça et de vous donner les bonnes lignes pour savoir comment transmettre les informations aux fabricants. Donc vous devez transmettre toutes les informations effectivement de ce que vous avez pu en tirer comme conclusion sur le contexte, est-ce qu'effectivement ça peut être vraiment du mésusage ou pas. Et le fabricant, lui, il a l'obligation de son côté d'investiguer sur le dispositif médical, sur les lots qu'il a en fabrication, sur les ventes qu'il fait ailleurs en France et au niveau du monde, au niveau mondial, pardon, et derrière de savoir si est-ce qu'il y a eu des incidents similaires dans d'autres établissements et de faire un rapport complet qui est envoyé à la NSM et que vous pouvez aussi demander au fabricant pour voir ses conclusions. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, n'hésitez pas, s'il vous faut des infos en plus, arrêtez-moi. Je continue. Alors, au CHU, la déclaration ARS part de la DG ou son représentant. Je ne ferai pas cette démarche en matérovigilance. Alors, au CHU, la déclaration ARS part de la DG. Ah oui, de la direction, ok, qualité, ou de son représentant. Oui, tout à fait. Donc,
effectivement, le portail, en fait, il simplifie, je laisserai peut-être M. Barbara me compléter, mais il simplifie, en fait, quand on a des événements indésirables graves, le fait qu'on puisse cocher les deux cases. Sauf que ces deux cases-là, elles ne sont pas cochées par les mêmes personnes. Donc, s'il s'agit d'un dispositif médical, la matériovigilance, elle doit faire une déclaration. Et si c'est un EIGS, ça part de la qualité. Donc, quand c'est un cas de IGS, il faut absolument faire une réunion commune pour pouvoir faire une seule déclaration et cocher les deux cases en même temps. Parce que souvent, ce qui arrive dans les établissements, pas seulement au CHU, mais partout ailleurs, c'est que soit je me retrouve avec des matériaux-vigilance où l'EIGS n'a pas été fait, soit je me retrouve avec les EIGS et la matériaux-vigilance qui n'est pas au courant. Donc, il faut vraiment sensibiliser les services de qualité pour qu'ils se mettent ensemble avec la matériaux-vigilance. Je ne sais pas si je suis claire. Oui, après, ça dépend des organisations internes, mais effectivement, idéalement, c'est d'avoir la même déclaration avec les deux thématiques qui sont concernées, mais c'est vraiment une organisation interne à trouver. Hein. Et au-delà donc de la déclaration, il y a également l'impact sur le service. Il peut y avoir aussi, ce qui va être important, les premières mesures qui vont être mises en œuvre. Donc, au-delà des référents et de la DG, il y a aussi la direction des soins, puisque eux aussi vont être concernés par les mesures qui ont été mises en œuvre immédiatement. Et donc, voilà, donc c'est quelque chose de collégial. Hein. Le signalement, il a besoin d'être un peu échangé en commun avec les différentes parties prenantes de l'établissement. Mais tout ça, c'est une organisation interne à trouver, ou du moins à poser sur ces déclarations-là, qui ne sont pas uniquement à un facteur, mais qui peuvent être plurifactorielles, du moins dans la déclaration. Voilà, tout à fait. Et même si c'est la qualité qui fait le IGS, effectivement, la matériau qui fait la matériau, de faire en sorte que ça soit fait en commun. Comme ça, on peut vraiment suivre l'événement dans sa globalité. Alors, en conclusion, pour un EIG, il faut déclarer à l'ANSM et sur le site signalement. Alors, en fait, sur le site signalement, vous pouvez faire les deux. Quand vous avez une matériovigilance, même si ce n'est pas un EIG, c'est une matériovigilance avec des conséquences non graves pour le patient, vous pouvez aller sur le portail, vous cochez matériovigilance et en fait, ça remplace le CERFA papier que vous avez l'habitude d'utiliser aujourd'hui. Donc, ça va partir directement à l'ANSM, il n'y aura aucun problème. Par contre, quand vous avez une matériovigilance et par exemple un décès, là, effectivement, sur le portail, vous pouvez cocher les deux cases. Et comme ça, il y a une partie qui va partir à l'ANSM pour la matériau et l'autre partie qui va partir à l'ARS pour l'analyse des causes. Et du coup, toutes les instances vont être reliées via ce seul signalement qui sera fait en un seul, en fait. Un seul signalement pour tout l'événement. Voilà. Alors, y a-t-il un modèle de formulaire spécifique à la matériovigilance en dehors de celui des EIGS? Oui, donc effectivement, pour la matériovigilance, vous avez le CERFA. Donc, le CERFA que vous retrouvez sur le site de l'ANSM. Voilà. Le CERFA qui est dans le site de l'ANSM. Donc, c'est un CERFA papier. Et sinon, c'est sur le portail de signalement. Donc, là, je pense que si je clique ici, je vais, donc voilà, déclarer un effet indésirable. Est-ce que je partage bien mon écran? Alors, attendez, je ne partage peut-être pas mon écran. Voilà. Donc là, je suis sur le site de l'ANSM. Donc là, vous pouvez déclarer soit directement en quelques clics sur le portail des signalements. Donc là, il va vous ouvrir la page que M. Barbara nous a présentée tout à l'heure. Donc vous pouvez directement, donc là, vous avez le formulaire en ligne pour la matériovigilance. Voilà. Et donc, vous êtes un professionnel de santé et vous cliquez sur la matériovigilance en dehors des EIGS. Et vous allez être amené directement sur le formulaire de matériovigilance. Et donc, vous faites commencer
Et puis là, on va vous poser toutes les questions qui vont être guidées au fur et à mesure. Donc moi, je vous invite vraiment à passer par là, puisque le CERFA, il peut être aussi accessible. Donc c'est un modèle papier qu'il faut envoyer par mail à l'ANSM. Parfois, il y a certains bugs, les mails, ils n'arrivent pas. Et surtout, c'est que l'ANSM nous a déjà commencé à dire qu'ils allaient arrêter avec ce CERFA. Donc, du jour au lendemain, le canal unique sera le portail des signalements. Donc, je vous invite vraiment à passer par là. OK, voilà. Donc, nous avons besoin de la conclusion de l'établissement. Mais assez souvent… Ah oui, d'accord, vous me correspondez par un message. Donc, ça, c'est par rapport à la question tout à l'heure pour les fabricants. Assez souvent, les établissements ne donnent pas ces données pour la protection des données personnelles, nom, prénom des personnes concernées. Oui, effectivement, si vous êtes un fabricant, donc du coup, ça, je comprends mieux la question. Si vous êtes un fabricant, toutes les données qui sont transmises par le correspondant local, la règle, c'est que tout doit être anonymisé. Donc, que ça soit une déclaration au niveau de l'ANSM, que ce soit une déclaration au niveau du fabricant, on demande à ce que tout soit anonymisé. Donc, le correspondant local, effectivement, il peut nous transmettre des comptes rendus opératoires, plein de documents qui concernent le patient, mais de façon anonymisée. Et d'ailleurs, sur le portail, quand il déclare un patient, le portail demande les 3 premières lettres du nom, au cas où, si la même date, il y a eu 2 événements identiques, on peut les différencier comme ça, mais on ne peut pas donner des données plus que ça. Alors, le taux de retour des labos à nos matériaux-vigilance non graves est très faible. Les labos sont-ils bien sensibilisés ou s'ils n'ont pas de matériaux multiples par d'autres établissements, aucune expertise n'est faite? Oui, effectivement, c'est un problème parce qu'il y a certains fabricants qui vont jouer le jeu et qui vont faire des retours sans même qu'on leur demande. Mais la plupart, malheureusement, il faut faire la démarche de revenir vers eux et de dire, bah, suite à ce que je vous ai envoyé comme information, est-ce que vous pouvez me donner vos conclusions? Sinon, ce n'est pas systématiquement fait. Et par contre, si vous avez signalé au niveau de l'ANSM, il faut que de toute façon, il donne une réponse à l'ANSM. Donc, il faut qu'il y a de toute façon une expertise qui va être faite. Donc, vous pouvez demander un retour d'expertise. Voilà pour toutes les questions. On a un petit peu de retard, mais j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Alors, avant de vous quitter, je suis désolée pour ce retard, j'aimerais juste vous partager le lien pour le formulaire de satisfaction. Je suis désolée, tous les jours, c'est le même. Tous les jours, c'est le même formulaire. Donc, la satisfaction, votre satisfaction globale de cette intervention, de ces journées. Donc, s'il vous plaît, pouvoir répondre à ce formulaire. C'est important pour que je puisse aussi tracer et suivre les personnes qui se sont inscrites. Donc, je vous remercie si vous pouvez prendre. Je viens de partager le lien sur la messagerie. Sinon, je vous le partage ici aussi sur la présentation. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. N'hésitez pas, moi, autant que M. Barbarin, on se tient à votre disposition. Si vous avez d'autres questions, si vous avez besoin d'autres précisions, ou des échanges ou des difficultés pour faire des déclarations, n'hésitez pas à nous contacter. Voilà. Voilà, exactement. Ah, il y a quelqu'un qui me dit pas de modification par rapport au CERFA déjà existant. Bah, le CERFA existant aujourd'hui, ce qu'il faut savoir, c'est que les données, elles sont très condensées. Il n'y a pas toutes les données qu'il faut pour pouvoir analyser l'incident. D'où le portail qui permet vraiment d'avoir toutes les données nécessaires au traitement de la déclaration. Donc, le CERFA, c'est un résumé du portail et c'est pour ça que souvent, on revient vers vous pour demander d'autres informations. Alors que si vous passez par le portail, vous avez déjà toutes les informations qui sont demandées. Et d'ailleurs, avec le CERFA papier, vous avez souvent aussi, en fonction du dispositif médical, des formulaires en plus à remplir pour les prothèses mammaires, par exemple. Alors qu'avec le portail, vous n'en avez plus besoin de ces formulaires en plus.
Voilà. J'espère que j'ai répondu à toutes vos questions. Je remercie encore une fois chaleureusement l'ARS pour le soutien, voilà, le support en fait qu'on a en région qui est très important. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. Très bonne journée à tous. Bonne journée, merci à vous. Et à cet après-midi. Merci à vous.